Madame la maire, mes chers collègues, je veux d'abord remercier les services de la ville, le CEREMA, la PUR, pour la qualité du travail fourni. Ce rapport a un mérite essentiel. Il nous oblige à penser Paris sur un temps long à l'horizon 2050. Qui dit temps long impose aussi de réfléchir sur le bilan des 25 ans de la gestion passée, socialiste, communiste et écologiste. Posons-nous une seule question. En termes d'énergie et de mobilité, la ville va-t-elle réellement dans la bonne direction? Une première observation. La flotte des véhicules parisiens, VL, se partage entre particuliers, 56%, utilitaires, 44%. Et en termes d'usage sur la voie publique, nous pouvons considérer que la part des utilitaires est encore plus grande, qu'il s'agisse de la circulation ou du stationnement. Tout cela pour dire que la politique conduite par la ville, idéologique, anti-voiture, avait trouvé sa cible, car il est plus facile d'attaquer le particulier pollueur, mais plus délicat de s'en prendre à ceux qui travaillent au profit des Parisiens. Et pourtant, si l'étude aborde bien le caractère spécifique de cette partie de la flotte, elle ne prend pas en compte la différence radicale d'approche sociale et économique, notamment sur le poids des investissements pour l'évolution de la mobilité chez les professionnels. Vous avez fait le choix, et cette étude le maintien, de miser sur l'électrification des usages et des mobilités. Plusieurs exemples attestent. Pour les véhicules légers, le scénario objectif prévoit 95% de véhicules électriques en 2050 en raison d'une forte démotorisation du parc. Pour les poids lourds, bus et autocars, l'électrique domine avec 75% de la flotte électrifiée, tandis que l'hydrogène est relégué à 3% et le bio-GNV a un simple rôle transitoire. Même le transport fluvial est appelé à une électrification, on en a parlé, quasi totale, y compris pour des bateaux anciens coûteux à convertir et contraints par l'autonomie des batteries. Ainsi, l'électrique est présenté comme la solution quasi exclusive de la transition énergétique des mobilités parisiennes. Soit, nous avons donc ici un discours très cohérent, à une condition essentielle, disposer d'une électricité abondante, décarbonée, pilotable et compétitive. Or, dans le même temps, les écologistes et une grande partie de la gauche parisienne, y compris M. l'adjoint au maire, combattent au niveau national la seule énergie capable aujourd'hui de fournir massivement cette électricité, le nucléaire. Je vous renvoie à l'avis de l'Académie des sciences sur l'apport du nucléaire dans la transition énergétique qui met en avant le doublement en 2050 de la consommation électrique. Comment peut-on d'un côté construire une stratégie municipale reposant presque exclusivement sur l'électricité et de l'autre refuser l'outil industriel qui permet d'en produire massivement et en plus de façon décarbonée? Il s'agit là d'un immense contresens qui amène la ville de Paris dans l'impasse. Deuxième observation que l'on peut formuler sur cette étude. Je ne peux que regretter que ce document minimise fortement le rôle des autres énergies propres, notamment le biogaz carburant, l'hydrogène décarboné et les carburants alternatifs qui sont relégués à un rôle marginal. Pourtant, la région Île-de-France investit massivement dans ces filières. Elle a adopté une stratégie hydrogène en 2019 qui a acté la création du club hydrogène Île-de-France, animé par la REC Île-de-France. Il publie chaque année une cartographie des infrastructures de stations de distribution d'hydrogène dédiées aux poids lourds. Et il s'avère qu'il y a une réelle demande concernant ceux-ci. Toutes ces actions sont en cohérence avec les grandes orientations de l'Union européenne, notamment avec la directive du 8 juillet 2025 sur le marché de l'hydrogène et du gaz, suite du pacte pour une industrie propre présenté par la Commission européenne en février 2025. La ville de Paris, qui sous-estime l'hydrogène et les biocarburants, prend ici le risque d'un retard important sur les énergies clés de demain. Vous vous évertuez, rapport à l'appui, à justifier de l'investissement pour la mobilité électrique. Ce rapport lui donne même un avantage compétitif en termes d'emploi en France par rapport aux autres énergies. Alors il eût fallu intégrer l'avertissement que formulait en 2023 l'Académie de technologie, jugeant, comme en même temps la Cour des comptes de l'Union européenne, que les objectifs de décarbonation n'étaient pas tenables. Aujourd'hui, réalisant que l'industrie automobile, un des fleurons de l'Allemagne, n'était pas prête, la Commission européenne a décidé de reculer sur les objectifs de décarbonation. Alors, et je me tourne vers l'exécutif, que faites-vous de ce nouvel horizon désormais éloigné? Ne croyez-vous pas que ce plan soit décalé des évolutions techniques et économiques nécessaires? Il est dit dans la synthèse que ce plan est adaptable dans l'avenir. Allez-vous lui donner des objectifs réalistes et pragmatiques? Pour décarboner les mobilités à Paris, il n'y a pas de baguette magique, ni l'électrique seul, ni l'hydrogène seul. Il s'agit bien et bien d'un mix énergétique pragmatique et non dogmatique dont les Parisiens ont besoin. Et puisque j'évoquais l'Académie des technologies, celle-ci disait que ce n'était pas seulement par les véhicules électriques, mais avec des offres de services de mobilité novatrices. N'êtes-vous pas ambitieux, par exemple, la municipalisation d'une flotte de véhicules autonomes? Voilà ce que les Parisiens attendent et que je souhaiterais, que nous souhaiterions que ce rapport puisse aborder. Je vous remercie.